Bonjour, bienvenue. Vous écoutez le 20e épisode de Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font ce magazine. On vous fait passer de l'autre côté du papier glacé et on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi c'est Léa Santacross, et j'ai le plaisir de recevoir la journaliste et chef de service Anne Quentin. De recevoir, oui, en présentiel dans nos locaux à Gennevilliers. Elle revient de Copenhague au Danemark, où sur son vélo, elle a pédalé, et aujourd'hui elle peut le dire, oui, la capitale danoise est un paradis pour cyclistes. Ça fait la une de notre numéro de juin. Bonjour Anne. Bonjour Léa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Anne, tu es journaliste, ça va faire 10 ans que tu bosses pour Géo, d'abord en pige, en CDD et depuis 5 ans comme chef de service, ce qui ne t'empêche pas de partir sur le terrain de temps à autre, comme là, à l'automne dernier, entre 2 confinements, quand tu t'es rendu à Copenhague pour ce dossier sur l'art de vivre au Danemark. Et l'art de vivre là-bas, ça passe notamment par le vélo. Copenhague se pique d'être la capitale mondiale de la bicyclette. Alors toi qui as passé une semaine en reportage sur ton biclou, plante-nous le décor, la capitale danoise à 2 roues, ça ressemble à quoi ? Moi, je dirais que c'est génial. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'avais l'habitude de circuler à Amsterdam, pas mal. C'est une ville que je connais bien. Et à chaque fois, j'ai une trouille incroyable. Les cyclistes à Amsterdam sont les rois, se débrouillent pour te frôler, pour t'empêcher de circuler s'il le faut. Le passage est pour eux. Et donc, en tant que touriste, c'est vraiment pas agréable. On peut pas rester le nez au vent. J'ai plusieurs fois frôlé l'accident. Je m'attendais un petit peu que ce soit la même chose. J'arrivais dans une ville spécialiste du vélo avec plus de vélos que d'habitants. Et je me disais qu'aussi, les cyclistes allaient être les rois à Copenhague et qu'il serait assez difficile de circuler. En fait, Copenhague à vélo, c'est génial parce que les gens ont un sens civique incroyable. On peut très bien y flâner et découvrir la ville à son rythme, tout simplement parce que les Copenhaguais, en fait, se comportent à vélo de façon extrêmement civile. On est tout à fait capable d'anticiper tous leurs mouvements dans la mesure où ils lèvent le bras pour dire qu'ils vont s'arrêter. Systématiquement, ils vont mettre le bras à gauche pour dire qu'ils vont déboîter. Ce qui fait que j'ai pu lire comme ça leurs mouvements et me balader et surtout réaliser mon reportage avec des impératifs de timing assez forts, tout en étant en pleine sécurité et en ayant le temps d'observer cette ville qui est super. Et qui est complètement aménagée pour le vélo où qu'on aille. Où qu'on aille. C'est-à-dire que moi, j'ai interviewé des coursiers qui m'ont dit pour moi, il n'y a pas un itinéraire idéal dans cette ville. Tout est cyclable, tout est idéal. Et est-ce que tu peux nous la décrire un peu, cette ville où tu t'es baladée pendant une semaine à vélo ? Alors, c'est pas une ville charmante, c'est pas une ville impressionnante, mais on sent tout de suite qu'il y fait bon vivre. Les Copenhaguois finissent le travail entre 15h30 et 17h. Donc, ensuite, ils organisent tout autour de leurs loisirs. Et c'est une ville pensée pour ça. Et qui vit autour de l'eau parce qu'elle est coupée en deux par un bras de mer, donc tout le port s'étale le long du bras de mer, et aussi à l'est, elle est bordée par un front de mer. Donc la vie s'organise comme ça. Le soir, on va à la plage, on va sur les quais pour se baigner. Les gens se baignent en plein port. L'eau du port est très très propre depuis une dizaine d'années. On va faire du kayak en pleine ville. Et surtout, ce qu'adorent les Copenhaguois, c'est la street food. Donc on mange le bout de gras sur les quais qui ont été aménagés pour ça. Donc c'est une ville pas charmante, mais qui offre un télescopage d'ambiance absolument génial. On peut passer de la zone portuaire qui a été complètement réaménagée, réhabilitée avec ses entrepôts du 17e en briques, et puis se retrouver tout d'un coup dans un no man's land avec des squats d'artistes partout. Et puis on traverse le port, on prend un petit pont charmant et on arrive dans le quartier royal avec les bâtiments, le palais royal, les écuries royales, des bâtiments très impressionnants également, tout en pierre massive, style 18e, 19e siècle. Donc voilà, c'est une ville qui réserve toujours des surprises à chaque coin de rue en fait.
Et pour revenir à ton expérience du vélo, tu nous as parlé d'Amsterdam parce que ton histoire personnelle fait que tu connais bien cette ville. Il se trouve que tu vis en Île-de-France. Est-ce que le vélo, ça fait partie de ton quotidien ici en France ou bien tu as dû te faire violence pour faire ce reportage à Copenhague? Disons que le vélo fait partie de mon quotidien dans la mesure où je vis dans une petite ville de banlieue de 50 000 habitants. Donc je m'en sers pour faire mes courses. Je m'en suis toujours servi, même quand les enfants étaient petits, pour les emmener à la crèche ou à l'école. Mais à l'échelle d'une capitale, non, je vais très rarement à Paris en vélo, par exemple. J'y vais le week-end, le dimanche, mais je n'y circulerai pas. Je trouve que les conditions ne sont pas idéales, en fait. C'est trop dangereux. Et toi qui avais des appréhensions avant d'aller à Copenhague, tu disais j'avais peur que ce soit les rois là-bas. Comment tu as fait pour t'en sortir indemne, outre la grande discipline des Danois, on a compris? En fait, j'avais téléchargé une appli qui m'a énormément servi, qui est donc une sorte de GPS en fait pour vélo, avec et je calculais mes itinéraires chaque jour et je me laissais guider. Alors je faisais très très attention parce qu'il est interdit de se promener avec des écouteurs sur la tête quand on fait du vélo au Danemark. Donc je cachais les écouteurs sous ma capuche. Il faut dire car il pleuvait beaucoup. Car il pleuvait beaucoup, car il faisait très très froid. On était fin octobre, début novembre. La nuit tombait vite. Elle tombait vers 4 heures de l'après-midi. Donc, j'étais bien contente d'avoir cette appli pour pouvoir me diriger, surtout que j'ai vraiment sillonné la ville du nord au sud et d'est en ouest pour aller voir des loueurs de vélos ou des associations qui étaient, elles, très, très excentrées, en fait. Tu avais aussi de bons guides sur le terrain. En ouverture du sujet, on te voit aux côtés de l'urbaniste, j'espère que je le prononce bien, James Thom. Oui, tout à fait. Un grand pro du vélo. C'est un grand pro du vélo et effectivement, James est à la tête de Copenhagenize Danemark. C'est une agence qui aide les municipalités à rendre leur ville, comme on dit en bon anglais à Copenhague, bike-friendly, c'est-à-dire agréable pour les cyclistes. Donc je l'ai suivi pendant une journée et nous sommes allés découvrir toutes les infrastructures que la ville a mise en place pour rendre Copenhague agréable aux cyclistes. Et là-bas, est-ce que tout le monde est cycliste ? Concrètement, qui pédale ? Les jeunes, les vieux, les familles, les amoureux ? Tout le monde. On a l'impression que tout le Danemark est à vélo, aussi bien les mères de famille que les étudiants. C'est assez sympa d'ailleurs de se poster à un endroit de Copenhague et de regarder juste la foule de cyclistes et on verra des femmes très très élégantes avec leurs bottes en cuir, leurs sacs en cuir assortis, doublés sur leurs magnifiques montures, des jeunes étudiants fauchés sur leurs vieux biclous, les grands-pères aussi, les grands-mères, Tout Copenhague est à vélo, oui. C'est en fait pour eux, ils ne se posent même pas la question, c'est le moyen de transport le plus pratique pour aller d'un point A à un point B dans la ville. Et toi, après une semaine, est-ce que tu les rejoins là-dessus ? Ah oui, complètement. C'était pas trop galère malgré la nuit, la pluie, les 20 à 30 bornes que tu faisais chaque jour ? J'étais juste complètement explosée le soir, j'étais hyper fatiguée, mais c'était pas galère du tout et il y a toujours un endroit pour garer son vélo et la signalétique est tellement instinctive qu'on l'intègre en à peine une heure, on n'a plus besoin de se poser la question, on sait exactement que de toute façon pour traverser au carrefour, on n'a pas le droit de traverser en diagonale, il faut d'abord partir à droite puis ensuite se mettre dans l'autre piste cyclable et tout est très très bien indiqué, donc on a juste à suivre le flux, en fait. Est-ce que ça t'a donné envie de faire plus de vélo une fois rentré en France et peut-être de passer d'autres vacances à vélo ? Ça m'a donné surtout envie de retourner là-bas. Sans dire que le reportage est des vacances, bien sûr. Mais oui, non, mais t'inquiète, j'ai bien compris. Non, ça m'a donné envie de retourner surtout là-bas, en tant que touriste justement, pour en profiter mieux, parce que j'avais quand même un rythme assez intense. Et oui, j'ai envie de repartir, explorer la ville, notamment tout le sud de la ville, que je n'ai pas eu tout à fait le temps d'explorer comme je l'aurais voulu, notamment Christiania, l'ancienne ville autogérée de Copenhague, et puis toutes ces zones d'entrepôts réhabilités où il y a des musées d'art contemporain, des squats d'artistes qui méritent du temps, en fait. Et oui, parce que là, entre tous tes rendez-vous, tu as moyennement eu le temps, le loisir, disons, de faire du tourisme. La petite sirène de Copenhague, par exemple, tu as dû faire l'impasse. Est-ce que tu dirais malgré tout que le vélo t'a permis d'apprécier la ville différemment que si tu étais resté à pied ou en transport en commun ?
Ah bah oui, forcément, parce ça permet justement d'apprécier ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce télescopage d'ambiance. Parce qu'à pied, je serais restée à l'échelle d'un ou deux quartiers. Là, j'ai dû voir, une dizaine ou une quinzaine de quartiers et passer comme ça de quartiers extrêmement populaires à des quartiers bourgeois. Oui, et puis surtout, là où la municipalité a été extrêmement intelligente, c'est qu'elle a rendu la ville fun pour les vélos. Donc, il y a plein de passerelles vélo, par exemple, qui permettent de surplomber le port, mais elles serpentent au-dessus du port, donc on a des vues panoramiques. En même temps, c'est rigolo, donc on a plein de sensations. Ce sont des choses qu'on n'aurait pas pu faire à pied, ce sont des passerelles réservées aux vélos, en fait. Tu m'as dit hors micro que ton vélo de location, pendant le reportage, n'avait rien de particulier, un vélo très classique que tu avais prêté à l'hôtel. En revanche, tu as testé des vélos rigolos qui font fureur à Copenhague, des triporteurs, des vélos cargo. Alors raconte, ça se conduit comment ces choses-là? C'est bon, je les ai testés, je les ai pas testés dans les conditions du réel, je les ai testés sur des parkings. Je suis allée voir une association qui s'appelle le Bike Innovation Lab et qui fonctionne comme une bibliothèque de vélo, c'est-à-dire que ses membres adhèrent à l'année, payent, je crois que c'était 100 € ou 130 € par an, et peuvent essayer 8 à 9 vélos différents par mois. Il faut savoir que les Copenhaguois sont fans de vélo et cherchent des solutions alternatives, surtout pour transporter un maximum de choses. Et il y a effectivement, à peu près un quart des familles sont équipées de vélos cargo, qui sont ces vieux vélos qui ont été inventés dans la fameuse ville de Christiania il y a très 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 longtemps et qui sont relativement lourds, encombrants et peu maniables. Donc il y a plein de startups qui sont montées pour arriver à proposer des vélos cargo plus maniables. Donc j'ai essayé par exemple un Long John qui est un vélo qui n'a que 2 roues, contrairement au Christiana Bike classique, qui en fait est c'est un triporteur. Il a 3 roues à l'avant, 2 roues à l'avant qui encadrent la grosse caisse. Et donc là, le Long John est hyper maniable, mais beaucoup plus casse-gueule. Au début, j'ai eu un peu peur parce qu'effectivement, surtout dans les tournants, on a tendance à être complètement déporté. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que les gens qui ont l'habitude apprécient beaucoup. Et comme maintenant la plupart des caisses sont en toile repliable, ça permet aussi aux gens qui ont des petits appartements ou des petits halls de maison de les ranger facilement, quoi. Pas de bobo à déplorer? Pas de bobo à déplorer, non, tout va bien. Je disais tout à l'heure, tu n'es pas seulement reporter, tu es aussi chef de service à Géo. Ça veut dire que tu fais partie des journalistes intégrés à la rédac qui contribuent à penser les dossiers et les sujets en amont, à commander les articles à des pigistes. Dans ce numéro de juin, qu'est-ce qu'on peut lire et voir d'autre dans ton dossier consacré au Danemark ? On peut lire un reportage qui a été fait par Volker So, qui est un journaliste avec lequel je travaille depuis une vingtaine d'années. Et qu'on a eu au micro du podcast Retour de terrain quand il revenait de Finlande, épisode 8 si je ne dis pas de bêtises. Et Volker est parti explorer 3 écovillages au Danemark. Les écovillages, ce sont des communautés dont le Danemark s'est un peu fait la spécialité, où les gens réinventent un mode de vie plus proche de la nature et communautaire. L'idée était d'aller voir si effectivement les poulaillers communautaires, est-ce que ça marche vraiment, les réunions communes, est-ce que en fait ce modèle qui paraît a priori extrêmement séduisant sur le papier fonctionne. Est-ce qu'il y avait des pesanteurs, quels sont les avantages et les inconvénients? Et il en est revenu enchanté. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Oui, j'aimerais dire aussi que dans ce qu'on a dans ce dossier, on va proposer aussi 15 bons plans, 15 idées pour vivre à l'heure danoise. C'est un guide pratique que j'ai coécrit avec des habitants. Donc, ce sont vraiment des idées qui permettront à ceux qui ont envie de voyager au Danemark de se baigner là où les Danois se baignent, d'aller manger de la street food là où les Copenhaguois en mangent. Donc, je me suis bien amusée aussi à faire ce petit guide pratique. Merci Anne-Quentin d'avoir participé au 20e épisode du podcast Géo Retour de terrain. Je rappelle donc qu'on peut découvrir ton reportage danois et l'ensemble du dossier dans le numéro de Géo du mois de juin. Je précise que le magazine a fait peau neuve. Il est beau. La nouvelle formule est à découvrir en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique en passant par geo.fr. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des commentaires ou un max d'étoiles.
Et parce que Géo est un magazine qui se lit aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.